Et c'est dans cette ligne-là qu'on va pouvoir parler aussi comment protéger la totalité de la Terre comme organisme, avec une prise de conscience de ce qui est essentiel à la Terre pour sa manière de vivre, pour toute son évolution qu'elle a faite ici jusqu'à ce jour, y compris nous comme hôtes de ce magnifique ensemble. Et je propose une petite réflexion sur les arbres et la santé de la Terre. Et on va très rapidement comprendre que cette santé de la Terre nous concerne directement. On ne peut pas avoir une Terre en mauvaise santé et croire que l'humanité puisse le rester, et inversement. Voilà. Alors cette Terre, cette première image, c'est une image d'endroit en Amérique du Sud, côte de l'Uruguay, qui montre qu'on a des manières de travailler la Terre qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait déjà prêtes et fonctionnelles, qui sont inspirantes. Et je vais montrer 2 ou 3 choses qui peuvent nous orienter dans cette direction. Alors, quelle est la situation en ce moment ? On est plus ou moins conscient que la situation est relativement, voire très grave. L'aperçu d'avant était très concret, très visuel, mais ici c'est un aperçu global qui a donné en fait au grand romancier, c'est naturellement toujours très passionnant à lire, très facile à lire pour certains, mais c'est intéressant que le roman Inferno a été inspiré par une recherche scientifique qui est sortie en 2008 sur la mise ensemble, c'est sorti dans Science, de toutes les tendances statistiquement connues jusqu'à ce jour. Et toutes ces courbes, je ne vais pas les prendre en détail l'une après l'autre, vous pouvez le lire en tout petit, mais c'est la tendance du réchauffement climatique, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la population mondiale, c'est aussi la tendance de la déforestation des forêts tropicales, ici depuis 1750 ou un peu avant. Tout ce au sujet duquel on avait des chiffres et l'évolution au travers du siècle suivant et jusqu'à aujourd'hui. Et ces évolutions sont impressionnantes. Une des courbes intéressantes, c'est par exemple le nombre de voitures sur Terre. C'est la courbe noire là, qui commence à peu près à 1900. Et ainsi de suite. Tous ces grands critères, les PIB globaux de toutes les nations de la Terre, tout est en train de prendre l'ascenseur. Et parmi ces courbes, vous avez aussi la courbe de la surpêche, de la pêche industrielle intensive, qui a pris l'ascenseur. On vient d'entendre des chiffres à ce sujet-là, et qui est déjà en train d'avoir un premier effondrement dans les dernières tendances. Donc, de voir ces courbes, c'est vraiment impressionnant. Déjà après avoir lu le roman de Dan Brown, mais ce qui est encore plus évident maintenant, c'est que la deuxième analyse de 2015 n'a fait que de confirmer et a permis de continuer ces courbes jusqu'à aux premières décades du siècle actuel. Voilà, donc la situation est très sérieuse, ça concerne l'ensemble des systèmes, et ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de trop de CO2 dans l'atmosphère. Ce n'est pas si simple que ça. On pense toujours pouvoir décarboner et tout sera réglé. Trop de CO2, il faut moins de CO2 puis tout sera réglé. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement avec la technologie qu'on va résoudre les problèmes de la technologie. Ici, on voit d'après ces courbes que c'est beaucoup plus vaste. C'est une manière d'être au monde qui impacte le monde, qui dépasse largement la technologie. Les outils de la technologie nous ont permis maintenant, avec toute cette énergie disponible, d'avoir cette accélération. Voilà, alors on explique à notre jeunesse, c'était dans un journal d'un grand distributeur, ils ont la même couleur d'ailleurs les deux, orange, à cette petite fille, voilà, ça c'est le problème du réchauffement climatique, c'est la mobilité des voitures qui émettent des gaz, c'est l'habitat pour le chauffer, c'est les industries, c'est le transport aérien, les forêts qui brûlent actuellement.
en fait, et puis là on lui raconte, tu chauffes un peu moins ton radiateur, tu mets un pull en hiver et puis ça se passera bien. C'est un peu facile et la jeunesse n'est plus si naïve que ça, elle ne se laisse plus dire ça simplement ainsi. Et ici, en fait, trop peu connu. Tout d'abord, juste une petite nuance peut-être intéressante, c'est que le Soleil joue éventuellement un rôle difficile à appréhender, mais le Soleil a des cycles d'intensité d'activité. Et certains spécialistes pensaient qu'il y aurait quand même de nouveau un refroidissement, mais leurs prédictions n'ont pas pu être vérifiées. Mais il reste quand même encore ce facteur solaire qui, lui, explique le grand froid du XVIIe siècle qui avait vraiment impacté toute l'Europe, XVIe, XVIIe siècle. Cet petit âge glaciaire était lié aux activités solaires. Mais aujourd'hui, on aimerait que le soleil se calme. Eh bien non, le problème reste entièrement dans les mains des humains pour essayer de résoudre d'une manière beaucoup plus concrète. Et là, sur ce schéma, il y a un fait essentiel qui est trop peu connu, qui n'est pas ce rond rouge en dessous du soleil, n'est pas dans l'article original. C'est un rond qui surgit d'une réflexion, bien d'un constat. C'est que nos besoins les plus fondamentaux, c'est bien sûr la mobilité, c'est bien sûr un habitat confortable, c'est bien sûr des produits industriels, des transports à grande distance avec l'avion, mais ça, c'est les nécessités que la modernité nous a mises dans les aspirations. Mais les besoins fondamentaux, ça reste quand même l'alimentation et naturellement l'eau. Et concernant l'alimentation, ici on a en fait l'un des vecteurs ou bien l'un des outils, des leviers les plus intéressants pour inverser la tendance, pour ralentir tout d'abord, naturellement. Un des outils les plus concrets, les plus efficaces dans le court terme et les moins chers comparativement à toutes les tentative de résoudre le problème par la décarbonation, comme on la nomme, avec des techniques technologiques. Voilà. Donc, dans l'entretemps, lorsqu'on considère ces 4 ou 5 secteurs qui sont dans le conscient collectif actuel, il faut savoir qu'on avait quand même des solutions intéressantes déjà à disposition depuis un certain temps. Par exemple, à Loremo, c'était la voiture du futur du Salon de l'Auto de Genève. Ce matin, on vient d'entendre que c'est une histoire qui vient de se terminer. Mais en 2006, la Loremo était présentée après une présentation en Allemagne une année avant ou quelques années avant. Une petite voiture qui pesait 550 kg, qui consommait 2 litres au 100, qui était déjà en option électrique à l'époque et qui coûtait 11 000 €. Cette voiture était prête pour le marché. Vous n'entrez pas dans un salon de l'automobile sans pouvoir garantir ensuite, assurer la livraison du produit présenté. Eh bien, cette marque a été rachetée en 2011 par un acteur anonyme. 2013, plus d'informations sur l'entreprise. Et en 2017, dissolution de l'entreprise de la voiture du futur qui aurait pu en fait remplir beaucoup de demandes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Voilà, Jeep Compass et tous les attributs. Elle pèse 1935 kg, elle coûte 46 000 €. C'est curieux, c'est le facteur 4, le célèbre facteur 4 que les écologistes pensaient dans l'autre sens. Eh bien là, il est dans le sens de encore plus gros, encore plus cher. C'est une très très bonne technologie, ça ne consomme que 8 litres au 100, facteur 4. Alors l'affiche est magnifique par son cynisme, un cynisme du pur jus. Nachhaltigkeit hat noch nie so viel Spaß gemacht. La durabilité n'a encore jamais procuré autant de fun. C'est révoltant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux constats qui concernent naturellement toute la vie sur Terre, à quel point cette technologie l'a occupé, c'est que le politique a failli là quelque part. Pourquoi le politique n'a-t-il pas orienté les choix dans le sens de toujours plus léger et moins consommant d'énergie
ait permis en fait l'apparition de tels monstres, alors qu'on n'en a pas besoin sous cette forme-là directement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, mais en tout cas imaginer des formes d'acquisition un peu plus orientées vers un équilibre écologique. Alors une fois qu'on sait ça, la jeunesse qu'on a évoquée avant, on peut imaginer qu'elle arrête d'être naïve. Et ma petite fille que j'avais sur son radiateur, en plus, comment est devenue très réelle. Je n'aurais pas pu penser que quelques années après toutes ces conférences, eh bien, elle sortirait de sa chambre, descendrait de son radiateur et décide de faire quelque chose de sa vie. Et là, c'est vraiment des réactions face à l'inaction. C'est tout ce qu'on voit maintenant, c'est la jeunesse, mais aussi les grands-parents pour le climat qui se mettent en route et qui disent non, on ne peut pas continuer comme ça, on est tous concernés. On est dans la ligne de ce qu'on vient d'entendre concernant le combat de Sea Shepherd. Respect existence or expect resistance, c'est un slogan superbe. Respectez l'existence ou attendez-vous à de la résistance. Et ça, c'est la jeunesse en fait admirable, mais dans quelle direction est-ce qu'elle va investir ses forces? Et ça, c'est la question. Et c'est avec les arbres que j'aimerais apporter une forme de réponse. Voilà, c'est très actuel aussi, cette prise de conscience. Je pense vraiment que c'est en train de changer. Merci d'être ici aussi nombreux pour penser à nos chers amis les arbres qui nous attendent quelque part. Ils sont là depuis longtemps. C'est une prise de conscience que Jean-Marc Jancovici, avec un illustrateur, Christophe Blain, a provoqué avec son livre impressionnant. C'est du lourd et du plombant. C'est pas du sans-plomb. Le monde sans fin, qui a atteint 1 million d'exemplaires après quelques mois ou bien 2 ans d'édition. Donc ça bouge, quelque part, ça bouge dans les consciences. Mais j'aimerais aussi montrer qu'avec les arbres, qui sont déjà mentionnés dans ce livre, on a des perspectives quand même un peu plus roses, un peu plus vertes que celles évoquées dans ce livre, qui est vraiment un peu difficile à digérer, mais on en est là et il faut agir. Voilà. Alors, ce rond rouge qui recouvrait une partie de la Terre directement sous le Soleil, ça représente en fait le fait que toutes nos terres nourricières, agricoles, élevage, les pâtures, tout ça, ça a été pris à la forêt. L'Europe entière était couverte de forêt et on a pris ces terres à la forêt. Et c'est un problème psychologique de l'être humain, c'est de très facilement basculer dans l'exagération, dans la démesure, dans l'hubris. C'est-à-dire, on a pris 100% des forêts pour faire 100% des monocultures ou des élevages de plus en plus intensifs d'ailleurs. Donc il y a 6000 ans, avant l'impact humain, on avait 80% de forêts qui recouvraient l'Europe. Ça, c'est le visage naturel de la Terre. C'est comme ça que la Terre veut être, en fait. Et elle nous invite à l'habiter, mais il faut quand même prendre conscience de cette première donnée qui est magnifiquement décrite dans le livre de Stéphane Durand, 20 000 ans, La grande histoire de la nature. Et c'est en dénudant la Terre, en prenant ses surfaces aux surfaces européennes, mais tous les continents ont subi en fait cette transformation, que l'homme a commencé en fait à créer une partie du problème. Ces forêts constituent en fait une enveloppe de protection de la Terre. Les forêts tempérées, les forêts boréales, c'est un peu d'autres types d'arbres, d'autres manières de coloniser la Terre, mais partout où c'est possible, la nature, la Terre, met en place des arbres. Et lorsque c'est plus possible, ça devient des savanes, des steppes, etc., ou des toundras contre le nord. Au centre, c'est la forêt tempérée. Les îles que les colonisateurs ont découvertes étaient boisées, à l'époque encore avec leur population locale qui vivait en partenariat avec ce boisement, cette forestation. Et sur la droite, vous avez la forêt brésilienne, cette magnifique forêt qui fleurit et qui regorge de vie d'une manière inégalée sur Terre.
Voilà. Et cette enveloppe de la Terre a été comprise d'une manière tout à fait nouvelle. Donc, c'est les arbres dans leur fonction la plus globale, la plus importante pour l'organisme terrestre. Le bassin amazonien, ce n'est pas une seule forêt, c'est une forêt naturellement amazonienne toujours verte, forêt pluviale, mais aussi le cerrado, très riche en espèces, qui entoure cette forêt, plus genre savane. Eh bien, des chercheurs russes, Viktor Gorchkov et Anastasia Makarieva, ont, comme physiciens de l'atmosphère, ont découvert un principe très intéressant, c'est que ces forêts amazoniennes, et ils ont montré que ça fonctionne pour les autres aussi, attirent les masses d'air qui viennent de l'Atlantique, qui sont déjà relativement humides, puisque c'est en dessus d'un océan, et enrichissent ces masses d'air atlantiques avec leur propre humidité, l'évapotranspiration des arbres, alimentée par les fleuves, l'Amazone, et ça provoque la formation de nuages. Et un peu plus tard, les forêts, avec des microparticules émises, provoquent les pluies, mais avec un certain décalage. Et ceci permet, à l'endroit où la Terre est le plus soumise à l'impact solaire, naturellement l'équateur, de recevoir cet impact solaire et d'en faire de la vie, d'en faire de la biomasse et d'en faire des cycles hydrologiques. Si vous enlevez cette enveloppe forestière à ce niveau-là, c'est vraiment fatal. C'est comme on a entendu avant, d'enlever toute la faune piscicole d'un océan, ça ne fonctionne plus. Le plancton a besoin des animaux et les animaux ont besoin du plancton. Et ici, c'est la même chose. Cette enveloppe forestière protège la terre et fait de la vie, fait des cycles hydrologiques. Et on a donc ces trois flèches bleues, ces rivières volantes. Rivière, c'est un mot un peu ridicule parce que c'est beaucoup plus que l'Amazone lui-même. Et ça va amener des masses d'air chaud et humide qui vont dévier vers le sud et alimenter l'Argentine, Sao Paulo, sud du Brésil, avec des précipitations chaudes qui font pousser et diverger vers le nord aussi. Donc tout le continent américain est impacté par ça. Éventuellement, le Gulf Stream est aussi alimenté par ce cœur climatique que forme l'Amazone, le bassin amazonien. Voilà, et maintenant, on est en train de vivre un changement de paradigme aussi scientifique, c'est que on se rend compte que tout ça, ça a vraiment des caractères d'un organisme, cette Terre avec ses circulations marines, atmosphériques, etc., même des rives des continents. Et là, cette prise de conscience est extrêmement actuelle. Déjà en 2020, vous aviez un numéro spécial de Science et Vie, donc c'est la science pour les gens de l'extérieur que ça intéresse. Et bien là, c'est devenu un thème tout à fait admis, alors qu'avant, cette idée de la Terre étant un organisme rencontrait des réticences relativement fortes. Et en 2024, dans le monde, il y a peut-être une quinzaine de jours, apparaît un article sur l'hypothèse Gaïa, itinéraire d'un regard sur la Terre. L'hypothèse Gaïa, ça a été formulé par James Lovelock, un scientifique anglais, chimiste, géochimiste, etc., qui a vraiment compris ça, qui a mis sous forme de chiffres ce principe d'évolution, de métamorphose et de circulation pour la Terre et arriver à l'idée d'une Terre vraiment vivante qu'il nomme Gaïa. Longtemps, il a été extrêmement refusé par la communauté scientifique. Il avait aussi des accointances un peu discutables avec la grosse économie qui n'allait pas tellement avec sa théorie. Mais malgré tout, en 2024, c'est revenu dans les consciences au travers d'un journal tel que Le Monde. Et là, vous avez la citation du grand écrivain sur la pensée écologique, Bruno Latour, en 2015, face à Gaïa, la Terre qui se meut, à la Terre qui se meut de Galilée, puisque c'est la dernière chose qu'il disait, mais quand même, elle bouge, la Terre. Eh bien, la Terre qui se meut de Galilée, pour être complet, il fallait ajouter la Terre qui s'émeut de Lovelock, donc la Terre qui a des sentiments. Et là, on a brusquement l'impression d'être sur le dos d'un éléphant qui, de temps en temps, se secoue pour nous faire prendre conscience.
Voilà, donc les choses bougent et ça donne énormément de confiance et d'optimisme malgré la gravité de la situation. Une autre manière de repenser la science, on a toujours pensé la science comme étant analytique, causal analytique, essai-erreur, simplement fractionner les choses. Goethe déjà disait, vous séparez, vous décortiquez, vous séparez les organes et vous pensez aller trouver la vie, alors que vous arrachez les liens qui font vivre. Ici, la science est en train de découvrir et de reconstituer les liens qui sont vraiment vitaux. Donc, on analyse avec des appareils les sons, mais on les met ensemble et on fait apparaître, par exemple, une image écoacoustique d'un écosystème. On écoute la forêt, puis on montre un peu comment la forêt s'exprime acoustiquement. Là, il n'y a même plus besoin de savoir que c'est envers les insectes, en orange certains oiseaux, etc. En bleu d'autres insectes, les singes hurleurs, ça c'est une forêt tropicale humide où on a 24 heures d'écoacoustique de la forêt, d'expression acoustique de la forêt. Et là on voit le jour au milieu, c'est relativement calme, il y a des oiseaux, des insectes, et le soir on enclenche et c'est le tch-tch-tch toute la nuit. Et le matin suivant, juste avant le lever du jour, c'est l'apothéose avec les singes hurleurs. Personnellement, je croyais que c'était la fin du monde, la première fois que je les ai entendus, tellement c'était impressionnant. Ça tournait tout autour de cette loge scientifique où on était en Amazonie. Eh bien, ça, c'est une autre manière de faire la science. Ce n'est plus une science qui décortique, qui fragmente, qui élimine la vie pour croire trouver, avec beaucoup d'énergie et de technique, la réponse à ces questions. C'est une science qui prend l'ensemble et qui écoute un ensemble vivant, qui écoute s'exprimer une forêt, qui écoute le chant de la forêt. Et là, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on intervient dans la forêt de manière brutale, avec des grosses machines, une exploitation, eh bien la forêt, elle s'effondre du point de vue acoustique et il lui faut très longtemps pour remonter dans son niveau sonore, pour retrouver sa joie, on pourrait dire poétiquement. Donc on peut mesurer le niveau de bien-être d'un écosystème et maintenant, naturellement, d'un paysage aussi. Et là, ça nous intéresse directement et là, on a des outils. Donc pour la forêt qui enveloppe la Terre et qui la protège, dans quelle mesure est-ce que c'est une réalité ou bien une vision de l'esprit ? On a par exemple dans un livre très récent de Katia Laval, 2024, l'exemple de la forêt des Landes. En rouge, en orange, c'est Bordeaux, et en dessous, un immense massif artificiel. En fait, c'était planté dans la majorité des cas. Et le carré rouge entoure une forêt une partie de la forêt des Landes qui a été dévastée par une tempête en 2009. Et là, en dessus de cette forêt, déjà bien avant, on avait une cartographie de la présence de nuages, une partie du climat de l'endroit, la présence de nuages, à quelle fréquence, quelle intensité, à quelle période de l'année. Et là, on a vu quel effet cette décimation, cette destruction de cette partie de la forêt a eu sur la présence de nuages. Voilà le graphique. Vous avez sur la gauche la forêt normale jusqu'à 2009, en dessus donc du carré rouge, et Klaus, 2009, a mis toute cette forêt à plat. Et là, on voit que les nuages ne sont plus là, ne s'arrêtent plus à ce niveau-là. Même à petite échelle, les nuages vont plus loin. Et on sait aujourd'hui que les forêts provoquent les pluies, comme j'ai dit avant. Et ici, on voit que l'absence de forêt empêche les nuages de rester ou bien encourage les nuages d'aller plus loin. Donc là, c'est un élément très important. Toute cette prise de conscience est extrêmement récente, par exemple dans ce livre très instructif. Voilà, vous faites des images aériennes de l'état d'un paysage. Est-ce que c'est un paysage qui chauffe et qui contribue au réchauffement climatique? Il n'y a pas que le dioxyde de carbone et l'effet de serre, mais c'est chauffer l'atmosphère comme étant devant un four. Eh bien là, la caméra, tout ce qui est rouge, jaune, c'est des parties du paysage qui sont chaudes. Et tout ce qui est bleu, c'est les parties qui sont froides. Eh bien, en bleu, c'est sur le dessus, vous voyez la surface aqueuse, c'est un grand étang bleu, mais tout autour de l'étang, tout ce qui est végétalisé est pratiquement aussi frais, aussi rafraîchissant que la surface
aqueuse, la surface lacustre visible. Et les champs cultivés, les champs labourés, c'est déjà des premières sources de chaleur. Donc ici, c'est déjà des indications. L'agroforesterie, la permaculture qui travaille avec l'ombre et qui travaille avec la combinaison est importante pour empêcher ce rayonnement de chaleur qui vient de la Terre. Donc on a deux formes de sources de chaleur, pas seulement venant de l'atmosphère. Et les forêts sont donc des éléments rafraîchissants, des radiateurs organiques, des climatiseurs organiques, excusez-moi. Voilà, et maintenant on comprend la forêt comme étant vraiment une enveloppe globale, mais aussi locale. Et on peut lui donner le nom de sylvosphère, et on va comprendre que c'est important d'avoir une terminologie utile. Quand on parle de biosphère, on parle de géosphère, d'atmosphère, d'hydrosphère. Et de biosphère, c'est tout le monde vivant, mais c'est beaucoup trop vague. C'est comme une raquette avec beaucoup de trous, bien des filets trop grands. La biosphère, ce n'est pas directement utile pour un scientifique, par exemple. Et ici, la notion de sylvosphère, c'est une sphère qui est formée par la forêt. Et qu'est-ce que ça implique ? De permettre à la forêt de se former comme elle le veut, pour la forêt elle-même et pour les humains. Voilà un peu le noyau de ce que je suis en train de montrer ici. Une sphère forestière qui est bien refermée sur elle-même, elle reçoit les précipitations, c'est peut-être 100%, ici c'est à peu près 1 mètre par année. Elle va utiliser seulement une partie de ces précipitations pour faire sa photosynthèse, pour faire sa propre croissance, sa propre évolution. C'est 50 à 70% pour l'évapotranspiration. Et comme on a vu avant, ça fait des nuages et ça provoque des pluies. Mais ça, c'est une forêt qui pousse. Elle n'utilise qu'une partie de ce qu'elle a reçu. Et le reste, 30 à 50% vont rester dans le sol, mais diffusés à travers le sol, alimenter la nappe phréatique, alimenter les sources et les rivières. Et tout le paysage avoisinant est alimenté par cette banque hydrologique que représente la forêt. Si la forêt n'était pas ça, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de forêt, elle se serait desséchée elle-même. La forêt n'est pas un concurrent pour l'humidité, mais un contributeur. Voilà, et cette sylvosphère, cette enveloppe forestière, on la comprend maintenant de manière très concrète, très précise, c'est que cette enveloppe forestière correspond à l'organe essentiel de tous les organismes. La membrane cellulaire, pour une cellule, c'est une membrane qui enveloppe la cellule, mais qui permet des échanges et qui permet des perceptions. Il y a des cellules intégrales, des protéines intégrales, qui sont comme des antennes de perception à l'extérieur et qui transforment les perceptions en des ordres pour le cytoplasme à l'intérieur de la cellule. C'est pour ça que la cellule est toujours intelligente, unicellulaire ou pluricellulaire. Tous ces organismes ont la même intelligence du vivant que nous. Ils sont encore là, à travers tous ces millions d'années d'évolution, grâce à cette enveloppe cellulaire qui lui permet de communiquer, de percevoir l'environnement et de fonctionner intelligemment. L'intelligence, c'est rester en vie et savoir contourner des obstacles, répondre à des problèmes. Eh bien, les cellules le font tout aussi bien que nous. Regardez ce qui se fait avec le blob, cette espèce d'unicellulaire qui est d'une intelligence fabuleuse, dont les humains s'inspirent pour faire des réseaux urbains, par exemple. Voilà, donc l'enveloppe, c'est l'essentiel de cette sylvosphère. C'est pour Lipton, en 2018, il dit que c'est le siège de l'intelligence cellulaire. Donc, quelle est l'enveloppe forestière? C'est donc la canopée des arbres, là où on est au centre de la forêt, mais c'est la bordure de la forêt, c'est la lisière de la forêt, et cette lisière est d'une richesse incroyable, c'est beaucoup plus riche en arbustes, en arbrisseaux, ça fleurit, ça foisonne, ça fructifie, et c'est là que le gros de la faune s'établit. Et cette forêt, c'est du végétal et de l'animal, comme la mer, c'est du plancton et de l'animal. Sans l'animal, le plancton ne peut plus vivre, et inversement. Eh bien, la faune fait partie de la forêt autant que le végétal. Et cette faune qui est abritée par la lisière forestière, c'est en fait des organes des sens de la forêt. C'est les ambassadeurs de la forêt que la forêt envoie le renard à 3 km, qui revient avec sa poule, qui l'enterre et qui va déterrer dans quelque temps. Et le prunellier noir qui abrite son terrier de renard en dessous, qui lui vient ramener des poules, il est heureux parce que tout d'abord il a un hôte intéressant, très intelligent, et puis en plus tout ce qui lui revient comme détritus, déchets, décomposition, c'est
le meilleur pour un végétal. Donc, on voit ici cette notion de coévolution, donner et recevoir, ça va toujours dans les deux sens. Et ça va très loin, parce que vous avez des oiseaux locaux, mais vous avez des oiseaux migrateurs. Et les oiseaux migrateurs, en fait, permettent à la forêt d'envoyer des oiseaux sur d'autres continents et de recevoir, ils reviennent toujours au même endroit, donc de communiquer, entre guillemets, on va progressivement mettre des termes là-dessus, avec d'autres continents. Et ces oiseaux, on est en train de constater ou bien d'avoir des observations qu'ils sont naturellement importants pour la fertilité de la forêt avec leurs excrétions, avec les graines qu'ils ramènent, mais aussi leur fréquence vibratoire, ce n'est pas anodin, ça a un effet sur la végétation. Des chercheurs israéliens ont découvert que la présence du bourdonnement d'abeilles augmente la teneur en nectar et en sucre de certaines fleurs. Et ils ont fait ça en enregistrant les bourdonnements et puis en les appliquant à la plante sans que les abeilles soient là. Et ça fonctionne. Les plantes sont chatouillées et ça leur fait faire plus de nectar. Donc les oiseaux, très probablement de la même manière, le chant des oiseaux, à certaines heures, ouvre les stomates et ça active la photosynthèse. À d'autres moments, les oiseaux se taisent parce qu'il faut laisser les plantes tranquilles, parce que c'est midi. Voilà ces interactions qu'on était en train de découvrir. Le chant des oiseaux est un fertilisant pour les végétaux. Et ça, c'est un message intéressant, pas seulement pour la lisière forestière, mais pour toutes les cultures de toutes les plantes, vignes y compris. Voilà, et les rivières et les fleuves, naturellement, c'est les poissons. Et là, on rejoint ce qu'on vient d'entendre avec Paul Watson et Lamia, c'est en fait que ces forêts qui envoient leurs rivières jusqu'à l'océan, à l'origine, dans 20 000 ans dont on a parlé avant, ces rivières étaient sans arrêt le vecteur de retour des poissons dans une puissance inimaginable. On pouvait à certains endroits traverser la rivière tellement il y avait de poissons qui remontaient pour leur migration annuelle, pour le frai, la ponte, la fécondation. Et les alevins ensuite redescendaient la rivière et la colonisaient, et certains jusqu'à l'océan, les saumons. Et là, on a le constat, c'est que les rivières à saumon sont beaucoup plus riches en ours dans leur voisinage. Et on a des chiffres pour ça. On sait combien de saumons remontent une rivière encore libre de barrage, combien de phosphore, de potassium, etc. remontent la rivière et est prélevé par les prédateurs. Et là, c'est un geste tout à fait naturel. Les ours sont là pour prélever les saumons et les saumons remontent toujours la même rivière en sachant que ça va mal finir, entre guillemets. Mais ils remontent la rivière grâce à l'odeur dont ils se souviennent et c'est l'odeur de la forêt. Et là, on pourrait se dire, mais si la nature était intelligente, elle dirait au saumon, mais n'y allez pas, ça va mal finir, allez ailleurs. Mais non, c'est une forme de jouissance d'aller mourir de cette manière. Donc il ne faut pas diaboliser la mort non plus. Et là, j'ai un petit bémol par rapport au véganisme. Voilà, les couverts forestiers, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ici, vous avez une carte d'un livre très récent. 1000 ans avant Jésus-Christ, ensuite 300, etc., jusqu'à aujourd'hui. Ça a passé du vert foncé au vert clair, à l'orange, où on n'est plus qu'à 20 ou 10% de forêt. Et toutes ces forêts ont été tellement dévastées qu'on n'a pratiquement plus de forêt primaire, avec la vraie faune, avec tout son ensemble, avec sa flore naturelle. Tout ça, c'est des forêts qui ont été secondarisées. Donc ça, ce dénudement, cette mise à nu de Gaïa, à l'échelle d'un continent, mais de tous les continents, vous prenez l'Asie du Sud-Est, vous prenez, ils y passent les uns après les autres, on espère que ça s'arrêtera, eh bien cette mise à nu de cette terre, ça arrête ces châteaux d'eau locaux, ça transforme la climatologie, parce que les nuages vont pleuvoir ailleurs, puisqu'il n'y a plus de forêt, eh bien ça, on l'a en Europe aussi. Donc ces causes du réchauffement climatique sont beaucoup plus anciennes et sont très, très anthropiques aussi. Voilà, donc la Terre, autant que l'homme, souffre d'un syndrome de déficit de nature, c'est-à-dire la Terre a perdu de sa naturalité, on a besoin de renaturer, de réensauvager, et la question c'est, mais de combien? On ne va pas complètement quitter la scène, l'être humain a quand même quelque chose d'intéressant à faire avec la Terre. Moi j'aime bien dire que la Terre attend quelque chose de l'être humain.
La Terre sans l'être humain, pour moi personnellement, c'est plus la même chose. On a une histoire en commun. Elle est un peu dans une impasse en ce moment, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose de très positif. Reste à savoir qu'est-ce que la Terre attend de nous en tant qu'organisme, qu'est-ce qu'on peut lui amener de spécifique à l'humain, autre chose que de la destruction. Voilà, donc on peut renaturer les terres agricoles. Là, partout, on a des déserts agricoles où 100% de forêts ont été remplacées par 100% de cultures. Remettre de la matière organique dans les sols pour qu'ils puissent restocker de l'eau, être naturellement fertiles. Ça, c'est très simple. C'est partout que c'est en train de recommencer en France. Les agroforestiers sont très actifs dans ce sens-là, en Suisse aussi. Ce qu'on peut faire, renaturer, c'est restructurer les paysages pour que la faune puisse de nouveau s'installer. Et plus un écosystème est biodivers, et plus il est résilient. Ça, c'est très important de savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'entraident, et si vous n'avez plus que peu, eh bien, les entraides sont beaucoup plus faibles, et puis vous avez un basculement écologique, et l'érosion et tout ce qui suit. Voilà, ça c'est une loi qui va nous encourager à faire peu, mais faire bien. C'est la loi de Pareto, j'aime beaucoup cette loi, c'est la loi des flemmards, ou bien des paresseux. Avec 20% d'efforts, on obtient 80% du résultat. Alors, appliquons cette loi simplement à notre agriculture, à nos systèmes d'élevage, on renature, ou bien on remet des arbres, ce n'est pas forcément la nature entièrement sauvage, renaturer, relignifier à raison de 20%, peut-être que 10% suffisent, on va passer par les 10 tout d'abord pour arriver à 20, mais peut-être que ce sera déjà très intéressant, pour restructurer nos paysages en leur donnant la part de naturalité qu'ils avaient au départ, pour avoir de nouveau un équilibre de fonctionnement naturel. Ici, c'est un essai à Reckenholz où on a refait ça avec des arbres fruitiers. On se rend compte que la récolte globale, vous pesez les pommes et la récolte d'orge en même temps, et vous voyez que c'est plus que si on fait des pommes seules ou bien de l'orge seule. Voilà, reconnecter le vivant au vivant. Ce qui est vivant vraiment, on l'a dit au début pour la méthode scientifique, c'est le lien qui est la vie. Et là, c'est remettre des cordons boisés qui relient les forêts entre elles, qui va de nouveau traverser les vignobles. Et la distance d'une haie à l'autre, c'est simplement la distance pour que de chaque endroit, on entende chanter des oiseaux, soit de cette haie-ci, soit de cette haie-là. Mais il faut vraiment avoir cette dimension pour que la nature puisse de nouveau avoir ses bienfaits. Voilà, ça c'est l'image d'un territoire suisse, je vais presque terminer maintenant. Là on se dit c'est vert, c'est beau, ça pousse, pas de problème. C'est la Suisse comme on l'imagine devoir rester ainsi pour toujours, mais malgré tout, en Suisse, on a un effondrement de la biodiversité, peut-être l'un des plus forts en Europe, parce que c'est très intensif en culture, en cultivation du territoire du plateau. Et pourquoi avons-nous encore cet effondrement d'espèces d'insectes et d'oiseaux, etc., malgré les mesures d'accompagnement? Donc ici, on a un exemple de mesures d'accompagnement qui ont été faites. C'est vue aérienne. On a... est-ce que je peux montrer? Non, ça ne va pas. On a ici, sur cette image, une route qui va horizontalement, qui va de gauche à droite, et un canal rectifié qui irrigue en fait toute l'eau. C'est une zone marécageuse. Et ce canal, dans ce nouveau travail, maintenant la route est verticale et le canal est sur le haut de l'image, a été revitalisé. Il est en léger méandre et on a ouvert le terrain qui est dans la verticale. Avant, c'était fermé. Là, on a redonné le jour un cours d'eau d'époque. Et le paysan, probablement dans sa négociation, a obtenu quelque chose en compensation pour ces méthodes, pour ces mesures de renaturation. Qu'est-ce qu'il a reçu en plus? Il y a toute une série, tout un réseau de routes bétonnées qui ont été mises en place, qui n'étaient pas là avant. Est-ce que c'est le nec plus ultra? Voilà, ça c'est la carte qu'on a aujourd'hui de cet endroit. Ça s'appelait Die Riedmatte, c'est le pré marécageux,
qui est de nouveau naturé. On a une petite zone humide et puis l'autre canal dont on a parlé avant. Voilà la situation actuelle. Est-ce qu'on va rester là? C'est clair, c'est bon pour avoir quelques libellules, quelques moustiques aussi, mais est-ce que ça suffit simplement de remettre à jour de l'eau? Ce n'était pas le visage de cet endroit à l'époque avant que les fermes s'installent, c'était une zone marécageuse forestière. Eh bien, la proposition très simple, c'est celle-ci. On remet des haies le long des lignes de niveau à raison d'une haie tous les 100 mètres ou moins ou plus, à raison de 10% de cette surface. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors imaginez ce nouveau paysage qui a simplement reçu 10% de haies. C'est complètement transformé. Là, vous êtes dans une forme d'idylle agricole avec un paysage qui est complètement revitalisé et rehaussé dans sa valeur esthétique. On ne peut pas montrer cette haie parce qu'elle n'existe pas encore, mais peut-être que dans quelques années, elle sera là. Voilà. Et maintenant, encore une chose concernant la consommation de viande et de poisson. Il faut savoir que le bovin, très important pour toute l'humanité, c'est un animal forestier, c'est le descendant de l'aurochs. Et lorsque vous observez des bovins en libre nature, dans les pâturages, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de choses à faire avec les arbres. Ils sont extrêmement attirés par les arbres, ils vont toujours sous les arbres, qu'il fasse beau ou mauvais temps. Ils mangent beaucoup de ces arbres. Et en Suisse, on a un patrimoine mémorial qui est lié à l'aurochs. C'est l'emblème d'un des cantons fondateurs de la Suisse. C'est l'ouri, Aurochs, c'est la même racine probablement. C'est donc sa vache sauvage qui était beaucoup plus grosse. Eh bien, ces pâturages boisés, c'est un patrimoine très important au Valais, au Jura, etc., qu'il faut entretenir, mais ça coûte de l'entretenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les arbustes, les arbres, c'est un fourrage médicinal pour le bétail. Des livres sont en train de sortir sur la nécessité de donner accès aux ligneux, aux bovins, parce que les bovins sont des animaux forestiers. Ils ont besoin de cette nourriture-là. Alors qu'aujourd'hui, on les alimente comment? Surtout avec du soya, avec du maïs. Ça n'a rien de forestier. Et à un certain temps, c'était encore des poudres animales. C'était terrible. Et malheureusement, on a encore beaucoup, trop souvent, la triste réalité visible, c'est de maintenir nos bovins de cette manière-là, avec des camions qui traversent les allées pour déverser la nourriture, et ils sont en plein cagnard toute l'année. Ces pauvres bovins, élevage de viande ici, mais d'autres élevages, c'est pour le lait intensif. Donc là, comme pour la question des poissons, c'est vraiment problématique d'arracher ainsi une espèce. Je viens d'entendre que le poids de tous les bovins ou de tous les animaux, entre guillemets, de rente, la personne qui m'a parlé de ça juste avant relevait déjà la torsion qu'il y a avec ce mot, animaux de rente. Eh bien, ce poids est le décuple et 10 ou 100 fois plus que celui de l'humanité elle-même. Avons-nous besoin d'enfermer et de maintenir des animaux dans cette quantité-là sur Terre? C'est une question qu'on peut se poser. Et lorsqu'on prend un chercheur et un visionnaire comme Jean-Marc Jancovici, pour lui, c'est clair. Il ne préconise pas un renoncement total à la viande, il dit simplement qu'il faut diviser par 2 ou par 3 la quantité, et si on divise par 2, c'est la moitié industrielle à laquelle on va pouvoir renoncer, c'est ces grands cycles, le Brésil qui alimente les bovins d'Europe, et je parle toujours encore de forêts lorsque je dis ça, parce que c'est des forêts qui ont été décimées pour avoir des cultures, ou bien alors pour élever, pour exporter la viande. Eh bien, si on limitait la consommation de viande de moitié, on pourrait éliminer la partie gauche, la partie droite de l'image d'en dessous, tous ces animaux qu'on tient en milieu fermé, contre nature, et garder simplement la part d'animaux respectés dans leur milieu naturel de pâturage, avec accès aux ligneux si possible. C'est des solutions très simples et que chacun peut prendre pour lui. Et là, je ne prône même pas le végétarisme, mais ça vous permet de transformer l'ensemble d'un pays parce que diviser par deux la quantité de viande consommée, c'est bon pour la santé.
et vous ne changez rien au budget, donc c'est faisable. Donc d'abord, vous ne changez rien au budget, vous divisez par 2 la quantité de viande consommée, c'est bon pour la santé. Et troisièmement, vous payez, entre guillemets, le double du prix pour des fournisseurs, pour des éleveurs qui élèvent leurs animaux avec le respect traditionnel et qui fournissent de la viande qui devient médicinale. C'est encore une fois ce terme, comme pour le fourrage animal. Des recherches à Zollikofen ont montré que la teneur, le rapport oméga 6, oméga 3 est bien meilleur pour les vaches d'extérieur que pour des vaches en milieu intensif. Voilà. Les arbres, ce n'est pas que du terrestre, c'est aussi, et c'est mon champ de recherche personnel, les cycles lunaires dans les arbres, les cycles cosmiques, tout ça, ça fonctionne dans les arbres, ça fait pulser les bourgeons, ça fait pulser les troncs, et la germination varie en fonction des cycles astronomiques. On a fait toute une série de recherches dans ce sens-là. Les arbres sont en harmonie avec le cosmos, donc n'oublions pas cette relation précieuse. Et finalement, on a besoin aussi de très très vieux arbres dans nos paysages. Et ces vieux arbres, c'est comme des strates de souvenirs et de mémoire, même hors forêt, qui sont de plus en plus importants parce qu'on ne peut pas stériliser des paysages. On a besoin de cette microbiologie vivante aussi. Et ça nous donne confiance parce qu'on a un très bel exemple d'un pays qui a réussi quelque chose d'assez fabuleux. C'est le Costa Rica qui a changé sa couverture forestière tout d'abord d'une manière dramatique dans le sens négatif, a passé de 75% à 21% en 1987, il n'y a pas très longtemps, et depuis, décision économique, mais c'est parti d'un mouvement populaire. On a commencé à reboiser, à faire des pépinières, à reboiser, et aujourd'hui on est de nouveau en 2010, on est à 52%. On a plus que doublé la surface forestière d'un pays. Et ça montre simplement que c'est possible de remettre l'arbre dans nos paysages à grande échelle, mais à petite échelle, c'est tout aussi facile. Merci pour votre attention et je me réjouis de l'échange. Merci, M. Zürcher, pour cette conférence qui ratissait large. Là, on est passé de l'Amazonie à l'Emmental, je ne sais pas où était cette ferme, en passant par la consommation de viande. Enfin, là, j'espère que ça suscite plein de questions dans la salle, donc je serais ravi qu'il y ait tout de suite une ou deux mains qui se lèvent. J'en vois une là-bas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je descends avec mon micro. Le micro arrive, il arrive. Je les ai pris de court. Bonjour, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet, c'est très intéressant. Et j'ai une question pour vous. En Suisse, est-ce que le gouvernement a pris conscience de ce que vous avez dit aujourd'hui? Bien sûr, il y a des choses magnifiques qui se font partout. Par exemple, la Suisse, c'est un des pays qui a une loi forestière absolument admirable, qui prône les forêts naturelles, qui prône le mélange, qui interdit en principe, malheureusement ce n'est pas vraiment respecté dans le sens étroit, les coupes rases, qui interdit les pesticides et les engrais de synthèse dans les forêts. Donc voilà déjà un exemple d'un pays qui se dote d'une loi forestière, mais ce n'est pas les politiciens qui ont inventé la loi forestière, c'est les forestiers qui ont dit on a besoin de ça si on veut tous bénéficier de belles forêts sur le long terme. Vous prenez aussi des mesures en agriculture de compensation pour remettre des haies, pour permettre la biodiversité, d'avoir des zones sans engrais, des prairies fleuries, etc. Tout ça, c'est à relever. Vous prenez par exemple le travail ça c'est plus politique, mais c'est en parallèle BirdLife Suisse, c'est magnifique, on a des inventaires, etc. Malheureusement, qui montre que ça continue de s'effondrer. Et moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est en train de louper quelque chose d'important parce qu'on est en train d'interdire quand même des intrants très problématiques comme les néonicotinoïdes, les pesticides, les herbicides
à grande envergure qui s'applique partout, avec des retards encore aujourd'hui. Mais malgré tout, vous avez des régions très reculées qui n'ont pas tellement cet impact d'agriculture artificialisée, chimique, mais globalement, on a ce recul. Et la question, c'est, et là, il y a des chercheurs qui mettent l'accent là-dessus, qui lancent un peu l'alarme, est-ce que ce ne serait pas peut-être dû à la pollution électromagnétique? Sachant que l'élément sensible de la chaîne alimentaire de tout l'écosystème, les champignons sont relativement robustes. Les oiseaux vivent des insectes. La vie du sol, là, c'est aussi un peu robuste, mais les insectes sont les éléments les plus sensibles, les plus exposés, et eux fonctionnent en partie électromagnétiquement. On le sait très bien pour les abeilles. Donc, est-ce que ça n'est pas en train de les perturber? Et lorsqu'on passe d'un palier à l'autre, on a passé de la 2G à la 3G, la 3G à la 4G, est-ce que maintenant on n'est pas en train d'en faire trop? Et la Suisse se targue, la Suisse politique se targue d'être à l'avance. Est-ce qu'on veut faire une smart country ou bien est-ce qu'on veut faire une sweet country, un pays doux où il fait bon vivre? C'est un peu un choix où la population devrait aussi avoir son mot à dire, pas seulement les opérateurs. Est-ce que vous êtes sur les médias sociaux? Est-ce que vous partagez plus que ça sur les médias sociaux, sur Internet, etc. Être conscience de ça ou vous êtes un peu limité de ce que vous pouvez faire? Non, c'est vraiment illimité. L'impact médiatique est vraiment, c'est un beau côté de la technologie actuelle, c'est que l'impact médiatique est une avalanche en fait. Une fois que les choses intéressent, ça se dissémine. Moi, je regarde de temps en temps et je vois qu'il y a vraiment des visionnements de vidéos, de films, etc. Vous regardez ce que Passe-moi les jumelles avait fait. Ils avaient fait une fois une sorte d'émission documentaire sur ma personne, invité à montrer 2 ou 3 choses qui m'intéressaient, qui étaient représentatives sur la recherche forestière, etc. On a passé une semaine à préparer, une semaine à tourner. C'est vraiment du très haut niveau cinématographique. Eh bien, ce Passe-moi les jumelles a été visionné, je ne reviens pas, a été visionné 570 000 fois. Maintenant, c'est encore plus, la dernière fois que j'ai vu. Et il y a vraiment des choses qui deviennent virales, mais dans le bon sens, et ça signale que les gens s'inquiètent. Et avec les arbres, on a quand même quelque chose de très concret. Les arbres nous ont accompagnés pendant 500 000 ans. Homo sapiens. Certains se demandent est-ce qu'il ne faudrait pas mieux réapprendre à fonctionner comme Néandertal, qui a fonctionné pendant beaucoup plus longtemps que seulement 500 000 ans Néandertal, sapiens. Mais on a toujours été à l'orée des forêts, à faire du feu de bois. On est les seuls à faire du feu, à maîtriser le feu, il ne faut pas oublier ça, et à marcher en déséquilibre constant. Les animaux marchent toujours en équilibre constant et ne font jamais le feu. Et qu'est-ce qui se passe au niveau mental, spirituel? Là, c'est beaucoup plus difficile à défricher. Mais la question reste ouverte. Qu'est-ce qu'on va apporter à la Terre? Qu'est-ce que la Terre attend de nous? Elle commence à s'impatienter, j'ai l'impression. Merci. Ah, c'est bien, il y a 1, 2, 3, 4 mains. Super. Il n'y a pas de conférence après, donc on peut se faire plaisir. Hein. Madame. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle synthèse. Moi, j'aurais bien voulu que si vous pouviez développer un petit peu ce que vous avez dit était le cœur de votre travail actuellement, la relation de l'arbre avec le cosmos. Est-ce que ça serait possible de nous en parler un peu plus? Oui, très volontiers. Donc ça commence avec mon grand-père. Je vais aller beaucoup plus vite que ça. C'était un agriculteur qui pratiquait de l'agriculture traditionnelle, mais très ancienne, probablement sur les bases des savoirs celtiques. Les Celtes avaient des connaissances astronomiques incroyables et agronomiques aussi. C'était des grands artisans du bois et du métal. Donc, il pratiquait une très belle agriculture et il me parlait de respecter la Lune, de regarder à la Lune lorsqu'il faisait ceci ou cela. Il allait mettre le fumier sur les champs en regardant est-ce que c'est la bonne Lune ou pas.
Et aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait judicieux, parce qu'on sait que l'activité du ver de terre, ça dépend du temps, mais le temps varie aussi en fonction de la Lune, légèrement. Mais le ver de terre, le lombric, monte et descend. Il est soit actif en surface, soit il descend en profondeur pour amener ce qu'il a capté en surface pour l'incorporer, faire le composé argilo-humique, cette substance fabuleuse, qu'il va remonter pour la faire mûrir, fermenter. Eh bien, ça se fait selon les cycles lunaires. Mon grand-père pratiquait ça. Et quand je suis entré dans les études d'ingénieur forestier, ensuite 2 années de biologie, ici dans cette université, vous ouvrez ces livres, eh bien la Lune est tout à fait absente, alors qu'elle a la même dimension que le Soleil, alors que c'est aussi un symbole féminin. Il n'y a plus que le symbole masculin dans la configuration psychique des scientifiques. Pourquoi la Lune n'existe-t-elle pas? Et je me suis rendu compte ensuite, comme chercheur travaillant aussi en coopération en Afrique, collaboration avec aussi d'autres chercheurs d'autres continents, dans toutes les anciennes cultures, la Lune est prise en considération. Et ici, on a éradiqué ces critères suite à un congrès à Prague de l'Église catholique romaine au VIe siècle, au VIIe siècle, où c'est devenu d'un jour à l'autre hérétique de regarder la Lune pour semer, récolter, et même pour le choix de la date du mariage. C'était considéré comme hérétique et païen de regarder à la Lune. Donc à partir de ce moment-là, c'était relativement dangereux, près des églises naturellement, ailleurs ils n'avaient pas tellement le contrôle, de continuer de pratiquer ces choses tout à fait naturelles. Et c'est devenu un sujet de recherche pour moi. Je me suis dit, quel est le facteur Lune dans la germination d'arbres en milieu tropical où toutes les conditions sont constantes? Et là, on a eu des résultats fabuleux. Ça a changé sans arrêt, selon si on semait avant la pleine Lune ou avant la nouvelle Lune. On a publié ça et de fil en aiguille, on est entré dans des très grandes recherches avec chaque fois tout l'outil scientifique qui nous a permis de valider l'influence lunaire sur les processus, même sur les propriétés du bois en fonction de la date d'abattage des arbres. Mais ça, c'est une autre histoire. Une question, madame. Bonsoir, Anne Youri à Saint-Sulpice. Je vous remercie infiniment pour votre contribution. Et j'ai une question simple. Comment comprendre que nos autorités sont prêtes à massacrer des centaines d'arbres pour renaturer? Il y a eu en effet, dans les années 1990 et quelques, votation populaire de renaturer la Venoge. Ils en arrivent au delta et ils veulent créer un monstre delta en abattant des centaines d'arbres. Comment comprendre ce non-sens pour moi? Là, j'adhère entièrement à votre étonnement, bien à votre question. S'il y a une urgence, c'est de maintenir tout le patrimoine encore existant. On a compris qu'on a trop détruit. On ne va pas continuer à détruire pour prétendre reconstruire. Il faut maintenir ce qui existe, même dans les villes. Plus un arbre est grand, plus il a de feuilles. Plus il a de feuilles, plus il a d'effets rafraîchissants, plus il fait d'évapotranspiration. Donc le poids écologique d'un arbre, c'est sa dimension, c'est son nombre de feuilles. Et ces grands arbres qui accompagnent un cours d'eau, une rivière, ils sont très importants parce qu'ils ont des racines qui vont beaucoup plus profond que les jeunes. Il va ameublir en fait la profondeur. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il va amener aussi lui-même de l'eau en profondeur. Il va faire beaucoup plus d'évapotranspiration, il va faire du climat local. Et lorsque vous enlevez ces grands... mais regardez aussi ce que ça coûte. Il faudra avoir un bilan économique. Combien coûte la variante tout rasée et combien coûte la variante complémentée? Et quelles sont les entreprises qui profitent de ça? Ou bien quelles seraient les entreprises qui sauraient faire autrement? Il faut penser un peu économiquement avec un budget qui fasse sens. Il faut arrêter d'aller dans la démesure aussi des coûts. J'ai l'impression que plus c'est cher, plus c'est nocif. C'est ce que j'ai dit tout au début, c'est le transport, l'habitat, l'industrie, etc. Tout ça, ça sera très très cher et très difficile à faire varier le cours du paquebot. Mais là où on a un impact direct, c'est de maintenir le patrimoine végétal arboré et de le compléter, de refaire une structure de nos pâturages, de nos paysages essentiels à la survie. Donc là, j'adhère entièrement à votre question, à votre questionnement.
Si je peux juste me permettre, je n'ai pas étudié le cas, mais il me semble que, enfin, c'est une question que je me permets de vous poser, est-ce que ce n'est pas une volonté de favoriser la biodiversité? Parce qu'en faisant un delta, c'est des zones inondables, ça va amener des espèces qu'on n'a pas, donc peut-être les espèces qu'on a déjà aussi, il y a ces arbres actuellement, on les retrouve ailleurs, et que là on va créer un milieu naturel où il y a d'autres espèces qui vont pouvoir venir. Oui, ça c'est intéressant, c'est une très bonne remarque, merci de la dire, ça permet aussi de nuancer un peu. Il ne faut pas croire qu'il faille seulement vouloir des forêts complètement fermées. Et si on laisse la forêt se réinstaller partout, ce sera sans arrêt un paysage mouvant où les lisières sont sans arrêt en train de changer si on laissait la forêt libre s'installer partout où elle aimerait le faire. Et la biodiversité se dispose chaque fois en fonction de ça. Mais le problème, c'est que les parties sont occupées. Disons, l'être humain occupe certaines zones, urbaines, agricoles, et les marges de manœuvre sont relativement ouvertes. Donc, pour avoir la biodiversité, c'est toujours les interfaces. C'est aussi l'interface terre-lacustre, le delta. Les interfaces, c'est aussi à l'intérieur de la forêt. On a besoin d'avoir des mesures forestières actives pour maintenir certaines zones forestières ouvertes, qui sont par exemple humides, ou bien qui permettent au grand tétras de se maintenir, parce qu'il a besoin de zones ouvertes avec des grands arbres, des vieux arbres en périphérie, dans une forêt naturelle, pour se maintenir. Si on laisse cette forêt se refermer spontanément, elle ne va pas s'ouvrir ailleurs, parce qu'ailleurs c'est déjà occupé. Donc le grand tétras est vraiment dans une impasse. Donc là, on a une interaction nécessaire entre l'humain et le végétal pour permettre certains éléments de la faune de se réinstaller. Donc ici, la question du delta, c'est une vraie question. Alors peut-être que là, il faudrait... mais le delta est une nouvelle surface empiétant dans le lac. Il n'y a pas encore de grands arbres. Donc les grands arbres d'ailleurs, on peut quand même les laisser. Une autre question. Il y a toujours plusieurs mains, c'est bien. Je ne vois pas très bien. Oui, parfait. Bonjour, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la forêt. On voit aujourd'hui qu'elle est impactée de plein fouet par le réchauffement climatique. Chaque année, on remarque qu'il y a de plus en plus d'arbres morts qui sont aussi attaqués par le bostryche et qui subissent le manque d'eau aussi l'été, parce que maintenant, le cycle de l'eau il est complètement cassé. Est-ce que vous êtes inquiet pour la forêt ou vous pensez qu'elle est déjà en train de mettre en place des stratégies pour se diversifier puis peut-être faire monter en puissance des espèces qui résisteraient mieux à ce changement? Oui, c'est une question très actuelle. Donc les forêts, effectivement, souffrent de ce changement de régime. Il y a des extrêmes de sécheresse et maintenant on a justement un peu l'inverse. Il ne pleut jamais trop pour une forêt. Là, ils sont toujours bien quand il pleut beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ça devient très critique, des années très, très chaudes et sèches? On vient de voir ça dans le Jura. Il y a une constatation générale, c'est que lorsqu'une forêt est artificielle, lorsqu'on a remplacé une forêt naturelle mélangée par une forêt artificielle, elle est beaucoup plus sensible. Il n'y a plus les interactions. Certains arbres vont en profondeur, d'autres sont en surface. Ils ont un feuillage, un humus qui se développe différemment. Donc une forêt mixte interagit et donne beaucoup de résilience par rapport au changement climatique. Mais même aujourd'hui, les forêts mixtes souffrent. Les hêtres, qui sont spontanément là par nature, dans le Jura, ont aussi souffert. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que c'est face à la question, est-ce qu'il faut tout raser et puis tout remettre à neuf? Est-ce que nous, on sera suffisamment intelligents pour savoir quoi mettre à la place de la forêt? Eh bien, si on observe la forêt, on voit que la forêt s'adapte sans arrêt. Quand ça devient difficile, elle fait, par exemple, l'année passée, les hêtres, tout près de chez moi, ont laissé tomber les feuilles, mais un peu partout, déjà en juillet. Donc, ils font un délestement. Les feuilles font l'évapotranspiration, il n'y a plus d'eau. Bon, on va laisser tomber les feuilles. Ça, on sait faire. Ça se fait en automne normalement, bien là, c'était en juillet. Et ça permet de maintenir la couronne en vie. Et si vraiment ça devenait difficile, s'il n'y a même pas assez d'eau pour, sans feuilles, maintenir l'arbre entier en vie, il va faire un retrait de couronne. Il va sacrifier la périphérie qui a besoin de l'eau la plus éloignée par rapport au sol, et il va maintenir une partie de l'arbre un peu plus inférieure. Et l'année suivante, si ça va mieux, ça va repartir à partir de ce qui est resté vivant. Et l'observation, c'est que lorsque l'arbre fait un retrait de couronne pour s'adapter à ce qui arrive,
il n'est pas en train de mourir, il est simplement en train de s'adapter. Et certains disent, la forêt meurt, il faut tout de suite couper et tout de suite remplacer. C'est trop vite parlé. Ce qu'on observe, c'est lorsque la forêt réagit comme ça, lorsque ces êtres qui sont des essences d'ombre, qui font énormément d'ombre dans la forêt, qui font de la fraîcheur, ils font un retrait de couronne, eh bien ça fait un surplus de lumière pour les autres essences qui sont en attente en dessous du être. Le tilleul, l'érable plane, etc. Eux ont un peu moins besoin d'humidité, étaient en attente et maintenant ils ont brusquement plus de lumière et eux prennent la relève, mais l'être reste encore présent. Et peut-être que les conditions vont de nouveau changer, puis c'est un jeu de va-et-vient, c'est un essai permanent en laboratoire forestier. Donc il faut laisser faire ça parce que l'essentiel, c'est que la forêt protège son intérieur qui stocke l'eau et qui alimente la périphérie. Si vous faites une coupe rase, pour faire une plantation, vous mettez la forêt à nu, vous allez dessécher ces sols et ces jeunes plants vont avoir énormément de difficultés à pousser. Alors que si c'est parmi des grands arbres, on peut faire des plantations, mais il faut que ce soit accompagné par une structure forestière, une ambiance forestière, eh bien les grands arbres, eux, restent en vie naturellement et eux, ils jouent le rôle d'ascenseur hydrologique. C'est-à-dire que l'arbre, lorsqu'il fait très chaud, il va chercher l'eau en profondeur, ça, il le fait pour lui-même, mais il va alimenter ses propres racines avec de l'eau qu'il a cherchée en profondeur. Et lorsqu'il fait très chaud dans le sol aussi, qui est devenu chaud, ses racines transpirent. Donc vous avez une pluie qui vient d'en bas, qui humecte le sol grâce à ces ascenseurs hydrologiques. Et là, entre ces grands arbres, vous pouvez avoir des plantations qui sont alimentées par en bas, par les racines des grands arbres. Ça, c'est un facteur important qui fait comprendre que la forêt a vraiment besoin de maintenir un climat spécifique à la forêt. Merci. Une autre question, madame, si le micro arrive à faire le tour ou à être passé. Merci. À vous écouter, il n'y a que la nature qui sait maintenir son équilibre dont elle a besoin. Qu'est-ce que font tous les hommes de métier sur le terrain qui peut-être n'ont pas tous vos connaissances et interviennent inutilement, probablement? Oui, mais il y en a beaucoup qui interviennent juste aussi, mais qu'on ne facilite pas. Il y a mon grand-père qui faisait les choses pas mal. Il avait une magnifique récolte, une ferme avec beaucoup de monde qui travaillait, épanoui. Tout ça, ça fonctionnait bien. Donc, autre question, c'est la transmission des savoirs, c'est les bonnes pratiques. Là, on a un projet magnifique qui est en train de se mettre en place, ça s'appelle les sentiers des savoirs. C'est un peu faire revivre le compagnonnage en faisant un réseau de tous les lieux de transition écologique dans tous les domaines, apiculture, élevage, culture agricole, maraîchage, etc., artisanat, tous ces métiers qui se sont maintenus en respectant la terre, c'est-à-dire où on a, plutôt que de l'engrais de synthèse et des pesticides, on a des engrais organiques et puis on travaille avec des plantes, etc. C'est des formes d'agriculture extrêmement performantes, extrêmement développées, la biologique, la biodynamique, etc. Tout ça, ça fonctionne, c'est vraiment du papier à musique très précis qui continue d'améliorer ces structures, ces fonctionnements. Eh bien, il y a des quantités de lieux qui sont déjà dans des pratiques vraiment du futur, d'un futur durable, qui travaillent avec le critère qui les relie du respect de la terre. On arrête d'empoisonner de la terre et de la décimer. Et ce réseau, on va le mettre à disposition. On est en train déjà, ça a déjà commencé l'année passée, on le met à disposition de ceux qui veulent aller apprendre chez les maîtres du savoir-faire, principe du compagnonnage. On n'apprenait pas autrefois à construire une cathédrale dans une université, surtout pas. C'était en allant sur les chantiers et puis progressivement, on apprenait les métiers, les ficelles du métier, etc. Donc on fait un réseau, ça a été fondé en Suisse, c'est tout nouveau, en France aussi. En Allemagne, ça vient d'être fondé aussi. Et on invite ceux qui veulent aller apprendre
des choses qui les ont toujours intéressés à aller dans ces lieux. Puis on a un modèle économique pour encourager la transmission des savoirs. Les lieux d'accueil vont recevoir quelque chose pour transmettre le plus précieux de ce qu'ils ont. Ce n'est pas les kilos de poissons, mais c'est la méthode de pêche, respectueuse, naturellement celle-là. Et on a tout un réseau où tout le monde est invité, de sympathisants, qui peut adhérer à l'association et qui peut recevoir les itinérants. Parce qu'on a une particularité, c'est que pour se reconnecter vraiment à la Terre, on a besoin de nous transformer nous-mêmes. On s'est trop déconnecté. Quel est le moyen le plus efficace pour se reconnecter à la Terre? C'est la marche. Donc ici, on recommande hautement à tous les itinérants qui vont de lieu en lieu pour apprendre ce qu'ils ont toujours voulu apprendre, ou bien en complément aux écoles, pendant les vacances, pendant un sabbatique, etc., ou bien entièrement dans ces réseaux, ils y vont à pied, comme autrefois dans le compagnonnage, mais dans une idée de reconnexion de soi-même à la nature, de transformation intérieure. Et les sympathisants sont invités à mettre à disposition leur chambre d'amis ou leur bibliothèque pour qu'ils restent peut-être une semaine plutôt qu'une seule nuit. Et les itinérants vont aller sur ces lieux pour apprendre les savoir-faire qu'ils vont ensuite mettre en pratique en créant leur propre lieu de culture de la terre ou de travail avec la terre. Même des botanistes sont invités pour transmettre leur savoir, parce qu'on a besoin de savoir ces choses, la botanique d'un endroit. Ou la géologie, etc. Voilà, on peut le dire dans une université aussi. Extra. Bon, je pense que comme vous tous, je l'écouterai bien encore le reste de la soirée, mais je crois que les organisateurs ont prévu de fermer à un moment, donc on va en rester là. Je pense que M. Zurcher sera peut-être encore quelques minutes ici si vous avez des questions à lui poser. En tout cas, je crois qu'on peut lui faire un grand bravo et merci.